Histoire de Luc. Je m'étais installé dans une chambre louée chez un homme nommé Luc. La maison était ancienne, avec une architecture gothique qui semblait tout droit sortie d'un film d'horreur. Luc était un homme reclus, de peu de mots, qui avait établi des règles strictes dès le début. L'une de ces règles était l'interdiction absolue d'entrer dans le sous-sol. Il disait que c'était un espace personnel et que je ne devais pas m'en inquiéter. Malgré l'inconfort initial, j'ai accepté la règle. Les premières nuits, la maison semblait tranquille, mais j'ai vite remarqué des comportements étranges chez Luc. Il restait souvent éveillé tard, se déplaçant dans la maison avec des pas légers, presque imperceptibles. Parfois, j'entendais des bruits venant du sous-sol, comme si quelque chose y était traîné. Lorsque je demandais à Luc des explications sur ces bruits, il avait toujours une excuse prête de vieille canalisation, le vent, des rats. Une nuit, je me suis réveillé avec un bruit sourd venant du sous-sol. Curieux, j'ai décidé d'enquêter. Je suis descendu les escaliers lentement, essayant de ne pas faire de bruit. Quand je suis arrivé à la porte du sous-sol, j'ai remarqué qu'elle était entr'ouverte. Une lumière faible vacillait à l'intérieur. L'odeur était horrible, un mélange de moisi et quelque chose de métallique, comme du sang. J'étais sur le point d'ouvrir la porte quand j'ai entendu des pas derrière moi. C'était Luc, son visage tordu par une expression de colère. Il m'a attrapé par le bras et m'a tiré jusqu'à ma chambre, murmurant quelque chose sur sa vie privée. J'étais terrifié, mais j'ai décidé de ne pas le confronter. Cependant, ma curiosité n'a pas diminué. J'ai commencé à prêter plus d'attention aux détails de la maison. J'ai remarqué que Luc verrouillait toujours la porte du sous-sol avec un cadenas lourd et que, parfois, il y apportait de grands sacs noirs, comme s'il se débarrassait de quelque chose. Une nuit, alors que je faisais semblant de dormir, j'ai vu la porte de ma chambre s'ouvrir lentement. Luc était là, debout à l'entrée, m'observant. Il est resté là pendant quelques minutes, puis a fermé la porte et est parti. Mon cœur battait si vite que j'ai pensé qu'il pouvait l'entendre. Le lendemain matin, j'ai confronté Luc à propos de ce qu'il faisait dans ma chambre. Il a nié véhément, disant que je devais avoir rêvé. Mais je savais ce que j'avais vu. J'ai décidé qu'il était temps de quitter cette maison. Alors que je faisais mes bagages, j'ai entendu un bruit fort venant du sous-sol. J'y suis allé, cette fois armé d'une batte de baseball. Quand j'ai ouvert la porte, l'odeur horrible m'a presque fait vomir. J'ai descendu les marches grinçantes et, à mesure que la lumière vacillante de l'ampoule révélait la scène, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Il y avait des morceaux de vêtements et des taches sombres sur le sol, et quelque chose qui ressemblait à une ceinture de sécurité attachée à une chaise. En m'approchant, j'ai réalisé que c'était une chaise de torture improvisée. Avant que je ne puisse réagir, j'ai senti une main froide sur mon épaule. Je me suis retourné et j'ai vu Luc, un sourire macabre sur le visage. Il a dit que je n'aurais pas dû entrer dans le sous-sol et que maintenant j'en savais trop. J'étais sur le point de courir quand il m'a frappé avec force, me faisant perdre l'équilibre. J'ai réussi à me relever, et, dans un acte de désespoir, je l'ai frappé avec la batte. Il est tombé, et j'en ai profité pour courir à l'étage, verrouillant la porte du sous-sol derrière moi. Je suis sorti en courant de la maison, sans regarder en arrière. J'ai réussi à trouver un taxi et suis allé directement au poste de police le plus proche. J'ai tout raconté à la police, qui est immédiatement allée chez Luc. Ils ont trouvé suffisamment de preuves pour l'arrêter et ont découvert qu'il était recherché pour plusieurs crimes, y compris enlèvement et meurtre. Au poste de police, alors que je donnais ma déposition, les détails de l'enquête ont commencé à émerger. Luc avait une histoire sombre. Il était recherché dans plusieurs États, soupçonné d'être impliqué dans des disparitions mystérieuses et des meurtres non résolus. Les autorités tentaient de rassembler les pièces depuis des années, mais il parvenait toujours à s'échapper. Apparemment, j'avais mis le pied dans quelque chose de bien plus grand que je ne l'avais imaginé. Les policiers ont trouvé une série d'objets perturbants dans le sous-sol, y compris des vêtements et des affaires de personnes disparues. La chaise de torture improvisée n'était que la pointe de l'iceberg. Il y avait aussi plusieurs bandes vidéo, montrant Luc interagissant avec ses victimes,
souvent en les torturant pendant des heures. Chaque nouvelle découverte approfondissait l'horreur de ce dont cet homme était capable. Avec Luc en prison, les médias ont rapidement appris l'histoire. Ma vie a été bouleversée, avec des journalistes et des curieux frappant à ma porte, essayant d'obtenir le moindre détail. J'ai été placé dans un programme de protection des témoins, car on craignait que Luc ait des complices qui voudraient me faire taire. Les cauchemars ont commencé peu après mon déménagement dans un nouveau logement. Chaque nuit, je revivais les moments dans le sous-sol, sentant la main froide de Luc sur mon épaule, entendant ses murmures menaçants. J'étais constamment en état d'alerte, craignant qu'à tout moment, il puisse apparaître et finir ce qu'il avait commencé. Pendant le procès, d'autres révélations sombres ont émergé. Luc avait été un maître en manipulation, attirant ses victimes avec des promesses d'aide ou d'amitié, seulement pour les emprisonner et les soumettre à son sadisme. Les victimes qui avaient réussi à s'échapper ont raconté des histoires de terreur inimaginables, et beaucoup d'entre elles étaient maintenant aux prises avec des traumatismes sévères, incapables de mener une vie normale. Luc n'a montré aucun remords pendant le procès. Il gardait un regard vide, presque comme s'il était absent de ce qui se passait autour de lui. Les psychiatres qui l'ont évalué n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur son état mental. Certains pensaient qu'il était un psychopathe sans émotion, tandis que d'autres croyaient qu'il souffrait d'une forme sévère de trouble dissociatif. La sentence a été sévère, réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Mais, même avec Luc derrière les barreaux, je ne pouvais pas me sentir en sécurité. Le traumatisme de ce que j'avais vécu dans cette maison, les horreurs que j'avais vues dans le sous-sol, avaient laissé des marques profondes dans mon esprit. Chaque ombre, chaque bruit la nuit, me faisait sursauter de peur. Les années ont passé, mais la sensation d'être observé n'a jamais complètement disparu. J'ai déménagé plusieurs fois, essayant de fuir les fantômes du passé, mais ils m'accompagnaient toujours. La seule chose qui me réconfortait un peu était de savoir que, grâce à mon acte de courage, de nombreuses vies avaient été sauvées et qu'un monstre avait été retiré des rues. Cependant, la question qui me hantait toujours était, est-ce que je pourrais un jour surmonter cela? Je savais que la réponse n'était pas simple. Le chemin vers la guérison serait long et ardu, mais j'étais déterminé à trouver une manière d'avancer, un pas à la fois. 2. L'histoire de Davy. Je m'étais installé dans une vieille maison en location, sans savoir quel serait le décor d'un cauchemar indescriptible. La maison, que je louais à un homme nommé Davy, était une ruine gothique, décolorée et mal entretenue. Davy était un personnage énigmatique, reclus, avec une attitude distante et des règles étranges. La plus bizarre était l'interdiction absolue d'entrer dans le grenier, un lieu qu'il qualifiait de privé et sacré. Malgré une gêne croissante, je m'étais conformé, car il n'y avait pas d'autre choix. Les premières nuits semblaient normales, mais des comportements de plus en plus étranges de Davy commencèrent à émerger. Il traînait dans la maison la nuit, ses pas légers et presque inaudibles. Des bruits provenant du grenier, comme des grattements sinistres et des murmures, me troublaient profondément. Chaque fois que je le confrontais à ces bruits inquiétants, il les attribuait à des tuyaux défectueux ou à des rongeurs. Une nuit, un bruit étrange me réveilla en sursaut. C'était un son sourd et répétitif venant du grenier. La curiosité l'emportant sur ma peur, je décidai de vérifier. Grimpant les escaliers, mes mains tremblantes sur la rampe usée, j'arrivai à la porte du grenier. Elle était légèrement entr'ouverte. Une lueur vacillante d'une vieille ampoule émettait une lumière pâle, tandis qu'une odeur fétide, mêlant moisissure et métal, envahissait l'air. Avant que je puisse ouvrir la porte, une main glaciale se posa sur mon épaule. Je me retournai et vis Davy, son visage déformé par une rage glaciale. Il murmura, les dents serrées, que je n'aurais jamais dû pénétrer dans son domaine. Avant que je puisse réagir, il me tira violemment en arrière, me jetant dans ma chambre. Mon cœur battait la chamade, mais je me taisais, terrifié par sa colère. Je devenais de plus en plus paranoïaque, observant chaque geste de Davy. Je remarquai qu'il verrouillait toujours la porte du grenier avec une lourde chaîne et plusieurs cadenas. Parfois, il transportait de grands sacs noirs, comme s'il dissimulait quelque chose de terrible. Une nuit,
Alors que je feignais de dormir, la porte de ma chambre s'ouvrit lentement. Davy se tenait dans l'embrasure de la porte, me fixant de ses yeux perçants. Il resta là, immobile, pendant de longues minutes, avant de refermer la porte et de disparaître dans l'obscurité. Je savais ce que j'avais vu. Mon esprit était en ébullition. J'avais décidé de partir, mais alors que je préparais mes affaires, un fracas terrifiant retentit du grenier. Armé d'une lampe torche et d'un bâton, je montai avec une détermination féroce. La porte du grenier céda avec difficulté, laissant entrer une vague d'air vicié. Ce que je découvris me glaça le sang, des morceaux de vêtements déchiquetés, des taches sombres sur le sol, et une chaise étrange, attachée avec des sangles comme un instrument de torture médiévale. Soudain, je sentis une autre présence derrière moi. Je me retournai pour voir Davy, un sourire malsain étirant ses lèvres. Ses yeux brillaient d'une lueur maléfique. Il murmura que j'aurais dû rester à ma place, et que maintenant, il savait que j'avais découvert trop de choses. Avant que je puisse fuir, il me frappa violemment, me projetant au sol. Je réussis à me relever et, dans un geste désespéré, je le frappai avec le bâton. Il s'effondra, me laissant une chance de fuir. Je sortis de la maison en courant, sans un regard en arrière. Je parvins à trouver un taxi et fonçai vers le poste de police le plus proche. Là, je racontai tout aux autorités, qui se précipitèrent vers la maison de Davy. Ils trouvèrent suffisamment de preuves pour l'arrêter, découvrant qu'il était recherché pour divers crimes, dont enlèvement et meurtre. Au poste de police, les détails de l'enquête commencèrent à émerger. Davy avait une histoire sinistre, il était suspecté dans de nombreux États pour des disparitions mystérieuses et des meurtres non résolus. Les autorités cherchaient à comprendre depuis des années, mais Davy avait toujours réussi à leur échapper. J'étais tombé sur quelque chose de bien plus horrible que ce que j'avais imaginé. Les policiers trouvèrent des objets perturbants dans le grenier, y compris des effets personnels de personnes disparues. La chaise de torture n'était que la partie émergée de l'iceberg. Des bandes vidéo montrèrent Davy en train d'interagir avec ses victimes, les torturant pendant des heures. Chaque découverte approfondissait le cauchemar que ce monstre avait orchestré. Le procès révéla encore plus de détails horrifiants. Davy était un maître de la manipulation, attirant ses victimes avec des fausses promesses de sécurité ou d'amitié, pour ensuite les enfermer et les soumettre à son sadisme. Les survivants décrivaient des horreurs inimaginables, et beaucoup d'entre eux luttaient avec des traumatismes sévères, incapables de mener une vie normale. Davy ne montra aucun remords pendant le procès. Il avait l'air détaché, comme s'il était absent de la réalité. Les psychiatres ne parvinrent pas à s'accorder sur son état mental, certains le voyaient comme un psychopathe dépourvu d'émotions, tandis que d'autres pensaient qu'il souffrait d'un trouble dissociatif grave. La sentence fut sévère, réclusion perpétuelle sans possibilité de libération conditionnelle. Mais même avec Davy derrière les barreaux, je ne trouvais pas la paix. Le traumatisme de ce que j'avais vécu dans cette maison, les horreurs du grenier, laissaient des cicatrices profondes dans mon esprit. Chaque ombre, chaque bruit nocturne me faisait sursauter. Les années passèrent, mais la sensation d'être observé ne disparut jamais complètement. Je déménageai plusieurs fois, cherchant à fuir les fantômes du passé, mais ils restaient avec moi. La seule consolation était de savoir que, grâce à mon courage, de nombreuses vies furent sauvées et un monstre fut retiré des rues. Mais une question persistait, parviendrai-je un jour à surmonter cela? Je savais que la réponse n'était pas simple. Le chemin vers la guérison serait long et ardu, mais je restais déterminé à avancer, un pas à la fois. 3. L'histoire de Rob. Je venais de m'installer dans une vieille maison isolée à la campagne, en quête de tranquillité après une période de stress intense. La maison, vétuste et sinistre, semblait tout droit sortie d'un roman d'horreur. Les murs décrépits et les fenêtres fissurées ajoutaient à l'ambiance lugubre. Je louais cette maison à un propriétaire étrange, Rob, un homme taciturne et mystérieux, dont le comportement et les habitudes semblaient presque surnaturels. Rob m'avait averti dès le début de respecter une règle étrange, ne jamais pénétrer dans la pièce du sous-sol. Il disait que c'était un espace personnel,
mais je percevais dans ses yeux une lueur que je ne pouvais pas ignorer, comme s'il cachait quelque chose de terrifiant. J'acceptais la condition, bien que cela me mettait mal à l'aise. Les premières semaines passèrent sans incident notable, mais un malaise grandissant envahissait la maison. Les nuits étaient particulièrement perturbantes. Des bruits étranges résonnaient souvent dans la maison, des grincements inexpliqués, des murmures lointains, et parfois des cris étouffés. Quand je demandais à Rob des explications, il minimisait toujours les choses, attribuant les sons à des tuyaux défectueux ou à des animaux sauvages. Un soir, le bruit d'un objet lourd tombant me réveilla en sursaut. Les sons venaient du sous-sol, des bruits de déplacement et de raclements résonnaient comme une symphonie macabre. La curiosité et la peur m'envahirent. Décidant de vérifier, je descendis les escaliers en tremblant, ma lampe torche éclairant faiblement les marches usées. La porte du sous-sol était entrebâillée, et une lueur vacillante émanait de l'intérieur. L'air était chargé d'une odeur nauséabonde, mélange de décomposition et de fer, comme du sang frais. Je m'apprêtais à ouvrir complètement la porte lorsqu'un souffle glacé se fit sentir sur ma nuque. Je me retournai brusquement pour apercevoir Rob, dont les yeux brillaient d'une lueur malsaine. Il me saisit brutalement par le bras et me tira de force hors de la pièce, me chuchotant des mots menaçants. « Tu ne devrais pas être ici » murmura-t-il avec une froideur glaciale. Son visage était une masque de rage contenue, et ses mains tremblaient légèrement, comme s'il retenait un tourbillon de colère. Il me jeta dans ma chambre, verrouilla la porte à clé, et disparut dans l'obscurité. Je n'avais pas l'intention de rester passif. La nuit suivante, je surveillais Rob discrètement. Je le vis transporter des sacs noirs, les traînant jusqu'au sous-sol. Mon cœur battait la chamade à chaque mouvement qu'il faisait. Ma peur se mêlait à une obsession dévorante pour comprendre ce qu'il cachait. Une autre nuit, alors que je simulais le sommeil, la porte de ma chambre s'ouvrit lentement. Rob se tenait là, silencieux, les yeux écarquillés, scrutant chaque mouvement. Je me cachai sous mes couvertures, mon souffle devenu court. Après ce qui me parut une éternité, il referma la porte et s'éloigna, me laissant tremblant sous les draps. Je décidai de fuir. Alors que je préparais ma fuite, un bruit assourdissant, comme un cri de douleur étouffé, monta du sous-sol. Armé d'une barre de fer, j'ouvris la porte avec une détermination féroce. Ce que je découvris me glaça le sang, des chaînes rouillées étaient fixées au mur, et le sol était jonché de débris et de restes humains. Au centre de la pièce, une sorte de table de torture était recouverte de sang séché, des instruments horribles éparpillés autour. Avant que je puisse comprendre pleinement la scène d'horreur devant moi, je sentis une présence derrière moi. Je me retournai pour voir Rob, un sourire dément sur le visage. Ses yeux brillaient d'une lueur effrayante, et sa voix était un murmure glacial. « Tu n'aurais jamais dû venir ici, dit-il, sa voix résonnant comme un écho funèbre dans la pièce. Il se précipita vers moi avec une force surhumaine. Je tentai de me défendre en brandissant la barre de fer, mais Rob était rapide et implacable. Il me frappa violemment, me projetant contre le mur. Dans un élan désespéré, je réussis à le repousser avec la barre et à me précipiter hors du sous-sol. Mon esprit était en proie à la panique pure, mais je parvins à verrouiller la porte du sous-sol derrière moi avant de m'enfuir à travers la maison. Je sortis en trombe de la maison, courant comme jamais auparavant. Je parvins à trouver un taxi qui me déposa au poste de police le plus proche. Là, je racontai tout aux autorités, décrivant les horreurs découvertes dans le sous-sol. Ils se rendirent immédiatement à la maison de Rob. Les policiers trouvèrent des preuves accablantes de ces actes horribles, restes humains, équipements de torture, et des notes détaillant ces actes de cruauté. Rob fut arrêté et inculpé pour de nombreux crimes, dont enlèvement, torture et meurtre. L'enquête révéla qu'il avait été responsable de plusieurs disparitions et crimes horribles dans toute la région. Il avait réussi à échapper aux autorités pendant des années, mais sa capture était désormais un soulagement. Le procès fut une véritable épreuve. Les témoignages sur les tortures infligées par Rob étaient si horribles qu'ils semblèrent transcender le réel. Rob ne montra aucun remords, son visage restait impassible, presque satisfait. Les psychiatres étaient déconcertés par son comportement,
certains le qualifiant de psychopathe froid et calculateur, tandis que d'autres pensaient qu'il avait perdu tout contact avec la réalité. La sentence fut sévère, réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Mais même avec Rob derrière les barreaux, l'ombre de ses actes continuait de planer sur moi. Le traumatisme que j'avais subi me hantait, chaque bruit, chaque ombre, me rappelait les horreurs du sous-sol. Les années passèrent, mais la peur demeura, me suivant comme une ombre persistante. Je tentais de reconstruire ma vie, mais le poids des souvenirs de cette maison maudite restait une cicatrice indélébile. Les cauchemars et l'anxiété étaient désormais une partie intégrante de mon quotidien, me rappelant sans cesse l'horreur que j'avais traversée.